Merci. Donc, merci aux organisateurs pour l'invitation. Très heureux d'être ici. Première visite à l'Université de Bourgogne. Et le campus est, à mon avis, un des plus beaux en France, sinon en Europe. Et l'hébergement, super, 3 étoiles. Alors, on va parler des années 1970 à 2020 à peu près, avec une historiographie autobiographique, nouvelle discipline à Cournon d'Auvergne. Pour l'instant, il y a un membre qui est né à Montréal et qui a vécu pendant 25 ans en Auvergne, qui a travaillé comme professeur à l'Université Clermont-Auvergne. Alors, on va diviser la présentation qui va parler de l'origine un peu des idées qu'on peut rattacher à une psychologie sociale européenne. Pas nécessairement seulement française, mais européenne. En parlant au départ des textes fondateurs, 1970 à 1974. Ensuite, de la Canadian Connection, avec l'Université McGill et l'Université de Montréal, et ensuite la French Connection, l'Université de Paris X Nanterre, jusqu'à Barjol. Ensuite, on va parler en détail d'un laboratoire où je suis rattaché, le laboratoire de psychologie sociale de la cognition de Clermont-Ferrand. On va voir en détail les thématiques des équipes qui composent ce labo-là, comment ça a évolué, le personnel à travers les années. On va terminer avec quelques collaborations. Donc, tout ça est basé sur des archives personnelles et des documents historiques et beaucoup de photos. Donc, première partie, les textes fondateurs de la psychologie sociale européenne. En 1970, c'est Taschwell qui publie son article disant en anglais « Apparently, the mere fact of division into groups is enough to trigger discrimination. » Apparemment. Mais l'année d'après, en 1971, dans une toute nouvelle revue, la European Journal of Social Psychology, on a un article qui montre en détail ce point-là, de Taschwell, Billig, Bundy et Claude Flamand, un Français, qui est impliqué là-dedans. Et vous voyez que la revue européenne de psychologie sociale a un résumé en langue française, un résumé en allemand, un résumé en anglais. Et ça, c'est un point très fort pour la naissance de la psychologie sociale européenne. Alors, cet article-là, il y a deux façons de le citer. L'article de 71, si vous savez, si vous regardez, certains vont citer comme ça, Taschwell, Flamand, en deux. Alors que d'autres, comme dans l'article que je vous ai montré, Taschwell, Billig, Bundy et Flamand. Si vous regardez comme il faut, là, vous allez trouver les deux. Pourquoi? Il faut lire l'article de Bourris dans les cahiers internationaux de psychologie sociale. C'est que Flamand a été très utile à Taschwell pour faire l'analyse, le traitement des données. Et pour le remercier, Taschwell voulait qu'il soit deuxième auteur. Mais quand l'article a été publié,
son nom a été mis à la fin. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces deux versions-là. Donc, c'était le groupe, vous avez une photo qui vient de Richard Bourris, hein, qui a fait sa thèse là-bas, à Bristol. Donc, vous avez Taschereau, John Turner, Michael Ross, Richard Bourris et Rupert Brown, qui sont le groupe qui ont développé ce qu'on a appelé éventuellement la théorie d'identité sociale. Un autre texte fondateur, c'est un ouvrage, un livre, qui s'intitule The Context of Social Psychology, A Critical Assessment, paru en 1972. C'est un livre édité, donc il y a plusieurs chapitres. Et si la psychologie sociale vous intéresse, à mon avis, ça, il faut absolument lire ça. Donc, je vais vous donner juste deux exemples de deux chapitres qui ont eu une grande influence. Celui de Taschereau qui s'appelle « Experiments in a Vacuum ». Et donc, c'était une critique face à la psychologie sociale américaine qui, encore aujourd'hui, on peut dire en nombre, en ressources, en pouvoir, est dominante en psychologie sociale. Donc, ce n'est pas rien dire contre nos collègues américains, mais c'est dire un fait établi. Mais là, on avait des psychologues sociaux européens qui faisaient une critique, si on veut, de la tendance dominante, dont celle de Taschereau, qui, par exemple, un de ses points du chapitre, c'est individual, inter-individual and social psychology. Donc, son thème traditionnel, où il suggère que la psychologie sociale, ce n'est pas simplement une psychologie d'individus ou de relations interindividuelles. Et ça, ce chapitre-là en soi, c'est quasiment un ouvrage, il est très long. Il y a des citations très longues pour expliquer le point de vue. Et dans le même ouvrage, j'avais le chapitre de Moscovici avec un titre flamboyant, un peu comme le personnage, « La société et la théorie en psychologie sociale ». Et dans ça, on a aussi une analyse très critique des recherches menées aux États-Unis, par exemple concernant la théorie de l'équité, où Moscovici va dire que ça, c'est des travaux qui s'appliquent à des comportements des gens dans un système capitaliste, alors que les gens qui vivent dans d'autres régimes pourraient avoir des comportements différents. Et il va aussi mentionner un point intéressant, à mon avis, là, ça peut être discuté. Il dit « Les psychologues sociaux en Europe doivent étudier les problèmes qui concernent leur propre société et pas simplement, et pas particulièrement étudier les problèmes qui concernent d'autres sociétés, comme la société américaine. » Donc, si on résume le point de vue qui ressort ici, on peut dire que dans ces critiques très importantes, le principal problème de la psychologie sociale américaine n'est pas méthodologique. On accepte l'importance de la méthode expérimentale. Mais on dit qu'il y a des problèmes au niveau théorique. Et un point que moi j'avance, peut être discuté aussi, c'est que les psychologues sociaux en Europe ont voulu développer une psychologie plus sociale et moins individualiste, et une psychologie sociale qui intègre les influences du contexte sociopolitique. Si vous regardez les communications qu'on a eues, plusieurs, avec celle de Nicole, par exemple,
moi, à mon avis, les travaux de Nicole Dubois et Jean-Léon Beauvois font partie de cette tendance-là. Par exemple, la norme d'internalité, de prendre un trait de personnalité qui est considéré aux États-Unis comme un trait de personnalité et de développer une problématique comme la norme d'internalité et le libéralisme. Ça va dans ce sens-là. Et il y en a qui l'ont dit, comme Taylor et Brown, dont on va parler un peu plus tard, Taylor, qui, en 1970, publie un article « Toward a more social psychology ». Donc, ils reprennent les travaux qu'on vient de voir de Moscovici et Tachuel et analysent ça. Et un peu plus tard, Moghadam, Taylor et Wright. Moghadam, réfugié iranien, qui est arrivé au Canada, qui maintenant enseigne aux États-Unis, mais qui a des points de vue très intéressants, souvent très critiques, mais qui mentionne, à son avis, avec ses collègues, que depuis la fin des années 60, la psychologie sociale européenne a développé des caractéristiques différentes de la psychologie sociale américaine. Tachuel, Harry, Serge Moscovici en France, Willem Doise à Genève. Si on regarde ces travaux-là, à cette époque, la psychologie sociale européenne est devenue plus sociale que la psychologie sociale américaine. Ça peut être... Il faudrait faire des analyses de contenu pour voir si on peut vérifier. Par contre, je pense que ce qui est... On a des données qui démontrent un peu la validité des points de vue de Tachuel et Moscovici, c'est les travaux de Hofstede qui identifient la dimension de l'individualisme à travers une étude d'une cinquantaine de pays et qui montre que le pays qui est complètement différent de tous les autres sur cette dimension-là, c'est les États-Unis, qui sont plus individualistes que tous les autres pays. Et par la suite, il y a eu des recherches qui ont montré que certaines théories développées aux États-Unis, présentées comme universelles, en fait, s'appliquent très bien à des sociétés individualistes, mais s'appliquent moins bien à des sociétés collectivistes. Ça, vous pouvez trouver ces travaux-là dans mon livre de 2010 en français, pas en québécois. Tout écrit en français. Psychologie sociale, perspective multiculturelle. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, la Canadian Connection. Donc, moi, mon entrée en interaction avec la psychologie sociale se fait à Montréal, à l'Université McGill et à l'Université de Montréal. Et à l'Université McGill, je rencontre, et à la fin de la licence, je travaille avec Donald M. Taylor. On dit Don Taylor, mais il y a beaucoup de Taylor, hein? Donc, il ne faut pas le confondre. On ne peut pas le confondre avec un autre. C'était quelqu'un dont les cours ont converti un paquet de monde dont vous avez lu les travaux à la psychologie sociale. Et c'était mon cas. Moi, quand j'ai suivi ce cours-là de psychologie sociale à McGill, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Alors, à ce moment-là, à cette époque-là, Taylor aussi publié en 1977 le premier ouvrage traitant du multiculturalisme. Vous voyez le titre, là? Attitude à l'égard du multiculturalisme et des groupes ethniques au Canada. Ça, c'est 1977. C'est publié en français et en anglais, simultanément. Et c'est un thème très important qui est malheureusement
présenté de manière complètement bullshit, hein, en France. Donc, faites très attention à ce que vous entendez dans les médias en France par rapport au multiculturalisme, parce que très souvent, c'est complètement à côté de ce que c'est. Souvent, c'est confondu le multiculturalisme avec du séparatisme. Évidemment, on est contre le séparatisme. Alors, vous pouvez tester les gens qui se présentent comme ayant des connaissances sur le multiculturalisme. Demandez-leur, est-ce que vous connaissez Barry, Kalin et Taylor? Ça peut être un moyen. Alors, l'autre aspect de Taylor, c'est que tous les étés, et là, à cette époque-là, hein, on pourra en parler à la fin, on n'a pas d'ordinateur personnel. On n'a quasiment pas d'Internet, ça commence un peu. Et donc, c'est un autre monde. Hein? Si vous voulez un article, il n'y a pas, les PDF, ça n'existe pas. Donc, il faut voyager, il faut aller à la bibliothèque, il faut rencontrer les gens, des choses comme ça. Et Taylor, à tous les années, allait à l'Université de Bristol rencontrer Turner, Brown, Tashwell, Giles, travailler avec eux. Et donc, il échangeait beaucoup avec eux, de sorte qu'il y avait tous les papiers qui étaient publiés avant qu'ils soient publiés. Et moi, il m'y refilait à côté. Donc, juste pour... Ça, c'est un document d'archives, là. Ça, c'est un texte. C'est un projet de recherche. Donc, c'est même pas publié, hein. C'est quelle recherche les gens vont faire de Turner et Heiser en 1975. Qui explique... Bon, le titre, c'est Status, Position and Legitimacy in Intergroup Behavior. Donc, moi, j'avais, grâce à Taylor, tous ces articles-là avant qu'ils soient publiés. Donc, j'arrive à l'Université de Montréal, ensuite, faire une maîtrise et je m'inscris en thèse. Et à l'Université de Montréal, je suis un cours pour les étudiants avancés en 1977 qui s'appelle « Élaboration des théories en psychologie ». Alors, je m'inscris directement à ça. Très beau titre de cours. Et la professeure Vera Freibert, donc on fait tout le cours et elle nous demande comme travail de choisir une théorie en psychologie, n'importe laquelle, de faire une critique, une analyse de cette théorie-là. Donc moi, ça c'est mon travail de 1977. Et si vous regardez comme il faut, vous voyez la note. 90 sur 100. S'il y avait eu 40, je ne l'aurais pas présenté. Hein? Donc, 90 sur 100. Et le titre du travail, c'est « Une analyse critique de l'approche théorique d'Henri Tachwell, décembre 1977 ». Il n'y a personne qui connaît le nom de théorie d'identité sociale n'existe même pas. Mais moi, j'ai déjà, avant qu'il soit paru, le chapitre de 1979, hein, qui est maintenant cité 30 000 fois. Maintenant qui est connu par tout le monde, mais à cette époque-là, personne ne connaissait ça, mais moi, j'avais la copie. Et comme vous savez, c'est une théorie fantastique, mais en même temps, il y a un paquet de problèmes dans cette théorie-là. Donc, ça faisait un très bon sujet et j'ai eu une très bonne note. Mais après coup, la personne qui donnait le cours, c'était pas n'importe qui. Elle a enseigné, c'est elle, elle a enseigné la psychologie à l'Université de Montréal de 1965 à 1998. En 1999, elle est élue présidente de la République de Lettonie. Donc, quand on mettait des notes, c'était pas n'importe quoi.
Non seulement ça, elle est réélue, vous l'avez là, réélue en 2003, présidente de Lettonie. C'est une... À cette époque-là, je ne le savais pas, mais c'est une personne extraordinaire, cette femme-là, et qui a donné un très bon cours. Donc ça, c'est la Canadian Connection. Donc, avec Taylor et en travaillant avec lui, tout ce que j'entendais, c'était Tachereau, Moscovici, Le Maine, De Conchy, Doise, sans arrêt. Donc, moi, tout ce que je voulais, c'est savoir c'est quoi cette psychologie sociale européenne. Et en m'inscrivant en thèse, ma directrice de thèse, en 1980-1979, me convoque à son bureau, Lise Dubé-Simard, et dit « On a un projet d'échange entre l'Université de Montréal et l'Université de Paris X Nanterre. » Et elle dit « La doctorante qui était avant toi, qui devait y aller, Mona Abodenza, a décidé de ne pas y aller. » Donc, là, elle me demande, est-ce que toi, tu voudrais y aller? Tu as une semaine de te préparer. Donc, je suis arrivé en France, je ne connaissais rien de Paris, de la France, rien. Parce que j'ai accepté, c'est sûr. Et là, vous avez mon arrivée à Paris et ma carte de séjour. Et donc, dans cet échange, le contact, c'est, comme Thierry l'a mentionné, Jean Maisonneuve, hein, le professeur Jean Maisonneuve, qui est mon contact. J'arrive, je le rencontre, et c'est un... Hein, donc, c'est un grand monsieur, hein? Et je me souviens encore de ce qui s'est passé à ce moment-là, en 1980. C'est un personnage imposant. Et là, j'arrive... bon, les cours à Montréal commencent début septembre. Donc, j'arrive fin août, début septembre à Paris. Et là, à cette époque-là, si vous vous souvenez, les cours en France débutaient en octobre-novembre. Donc, il me dit, vous êtes beaucoup trop tôt. Vous êtes beaucoup trop tôt. On va vous trouver des travaux et vous allez pouvoir aller à la bibliothèque de l'Université de Nanterre, hein, pour travailler. Alors, je dis non, écoutez, je vais être capable de m'occuper. Pas besoin d'aller travailler à la bibliothèque. Et donc, je trouve à Paris une annonce de l'Eurail-Pass. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'Eurail-Pass, une des plus grandes merveilles du monde. Vous achetez un billet pour 230 francs français à l'époque, hein? Et là, vous pouvez voyager en train partout en Europe sans que ça vous coûte rien, et même jusqu'au Maroc, pendant un mois. Après un mois, c'est fini. Donc là, je m'achète cette passe-là, et là, je vais voir tous les gens dont Taylor n'arrêtait pas de me parler. Donc, je rencontre Munier qui parlait des 3 agents dans l'influence sociale. Il était dans son bureau. Il a le pouvoir, la minorité, la population générale qui va être influencée. Il travaillait là-dessus. Jean-Claude Deschamps. Tachereau, je vais en Angleterre. À cette époque-là, c'était tout un voyage. Bon, il n'y avait pas d'Eurostar. Hein, ça prenait une journée complète. Paris-Londres, c'était une journée complète. Mais même j'assiste dans le bureau de Tachereau à un séminaire, à un invité qui vient faire un séminaire. Je rencontre Gérard Le Maine à Paris, donc qui va devenir, pas mal plus tard, en 87, le premier président de la DRIPS. Et là, Taylor était toujours à parler de Le Maine. Le Maine. Et là, Le Maine me dit, j'ai un article en anglais, j'aurais besoin d'aide pour... Donc moi, c'est sûr, je suis parfait bilingue, hein?
Donc, je l'ai aidé. Ça, c'est l'article en question qui a été publié ensuite dans le European Journal. Et je l'ai aidé et j'ai été payé, en plus, par le CNRS. J'ai été payé. Ensuite, de Conchy. Donc là, je pourrais parler longuement. J'ai travaillé mon DEA. J'ai fait un DEA à Paris, Paris-Nanterre. Et avec de Conchy. Et là, c'était vraiment très intéressant. C'est la clarté des concepts. On l'apprend avec de Conchy. Et là, de Conchy me dit, bon, lui, il s'occupait du DEA, il me dit, est-ce que vous aimeriez aller au séminaire de Moscovici? À cette époque-là, c'est mon héros. Hein, donc, j'ai dit, oui, j'aimerais vraiment assister. C'était pas prévu, mais il dit, si vous voulez, il dit, vous pouvez y aller. Donc, il me donne la journée, l'heure, l'adresse. Il dit, vous allez là, puis vous allez à ce séminaire. Bon, ça ne s'est pas trop bien passé. Ça ne s'est pas trop bien passé. Moi, j'avais mon passeport, hein, passeport canadien. Il était estampillé boursier du gouvernement français. Hein, j'avais une bourse du gouvernement français dans le cadre de cet échange-là. Mais ça ne m'a pas aidé avec Moscovici. Donc, j'arrive dans un séminaire, je viens pour m'asseoir. Il dit, est-ce que vous êtes inscrit au séminaire? Je dis, j'arrive de Montréal, je suis boursier. Dehors. Donc, ça, c'est ma première rencontre. Mais la deuxième, était mieux. Hein, la deuxième, était mieux. C'est qu'il y avait un certain code que de Conchy a oublié de me dire. Il faut absolument aller voir de Conchy, de Moscovici, avant d'aller au séminaire. Vous ne pouvez pas arriver comme ça. Dans le séminaire, ça ne se fait pas. Et en plus, j'étais arrivé un peu en retard. Donc, je suis retourné et après, bon, tout s'est bien passé. Donc, ça, c'est mon année d'échange. Je fais mon DEA. Je retourne à Montréal pour faire ma thèse, soutenue en 83. Ensuite, j'ai un poste à l'Université de Moncton en psychologie sociale. Et ensuite à Kingston, poste à long terme. Donc à Kingston, j'ai après une année sabbatique. À tous les 6 ans, on a droit aux années sabbatiques. Hein? Et je vous encourage à penser à ça. C'est très... Alors je prends une année sabbatique et là, je vais où? Ouais. avec mon épouse, Caroline, avec ma petite fille, Marité, 2 ans, et mon garçon, 5 ans, Antoine. Donc, on est 4 et on part pour la France. Et là, qui je veux rencontrer? Je veux rencontrer Jean-Léon Beauvois et Nicole Dubois, qui publie en 1988 dans le European Journal of Social Psychology cet article-là qui présente des résultats vraiment intéressants. Moi, je trouve que c'est passionnant et je ne les connais pas. Donc, je contacte Jean-Léon, je dis, je vais en année sabbatique. Donc, je connaissais aussi le livre de 1981, bon, d'autres choses de Jean-Léon. Et je dis, j'aimerais vous rencontrer dans mon année sabbatique. Je vais être à Paris 1 mois et ensuite 10 mois en Provence. 10 mois en Provence. Là, j'ai loué une maison pour la famille là, dans un petit village que personne ne connaît, Flyosque, mais je peux aller vous voir à Aix ou Nice ou n'importe où. Et là, Jean-Léon me répond. Là, c'est long, les réponses. Des fois, ça prend du temps. Mais il dit, Flyosque? Il dit, moi, je connais Flyosque. Il dit, j'ai une maison juste à côté à Barjol. Donc, on se rencontre. Hein? C'est la on se rencontre la première fois. Là, on n'a pas de documents d'archives parce que... Hein? Donc, on se voit la première fois et là, c'était fantastique de pouvoir échanger des recherches qui nous intéressaient vraiment.
Donc, on est devenus des potes. Et là, Jean-Léon vient au Canada. Et là, je le fais pratiquer le badminton avec mon garçon. Et on visite les Mille-Îles. Et là, Jean-Léon en profite de prendre des photos. Donc, il fait un beau petit voyage. Il visite les universités à Kingston. Et là, bon, moi, je finis mon année sabbatique, je reviens chez nous. Et j'apprends qu'il y a un laboratoire important en France. Il y en a beaucoup de laboratoires importants en France. Hein? Mais là, celui que je connais, moi, c'est celui-là, qui a été fondé par Monteil, hein, Jean-Marc Monteil, en 92. Hein, donc, ça a commencé avec une association au CNRS. Et à cette époque-là, le laboratoire prend en charge le financement de la Revue internationale de psychologie sociale. Donc, un geste pour développer la psychologie sociale en France. Et j'aimerais dire juste 2 mots sur quel est le projet de Monteil. Donc, il appelle, et là, si on veut résumer, on peut dire, OK, il y a le domaine des cognitions sociales, mais le projet de Monteil, ce n'est pas ça. C'est quelque chose d'autre qui appelle la psychologie sociale de la cognition. Et donc, à mon avis, ce projet-là va dans le sens d'une psychologie sociale européenne, où l'idée, c'est que la cognition, ce n'est pas simplement quelque chose d'individuel. Si on étudie ça simplement de manière individuelle, on peut manquer l'essentiel, qui est le contexte. Hein? Les insertions sociales, le contexte, qui peuvent déterminer le fonctionnement cognitif jusqu'aux performances cognitives. Hein, parce que c'est ça que Monteil a étudié. Il a montré comment des mauvais élèves en mathématiques, vous leur donnez un cours de mathématiques sur le théorème de Pythagore à des mauvais élèves. À la fin, vous leur faites passer une épreuve. Et Monteil arrivait à montrer que ces élèves-là, mauvais, pouvaient, dans certains contextes, avoir les meilleurs résultats. En changeant des processus de comparaison sociale, de visibilité ou d'invisibilité, ça détermine la performance cognitive. Donc, ce n'est pas seulement individuel. Donc, on va regarder comment est composé ce labo-là. Et on va voir quelques événements qui se produisent là, durant ces années-là. Donc, le premier schéma du labo de Monteil, c'est ça. Donc, il a demandé les renforts hein, de Nicole, Jean-Léon Beauvois pour arriver à présenter un projet solide. Et vous avez il y avait Alain Clémence, qui n'est pas resté, hein, il est parti. Donc là, il y avait un besoin de quelqu'un d'autre à Clermont. Et ça, c'est 80. Donc, c'est le début du labo. Et 95, Nicole a parlé des tables rondes perspective cognitive et conduite sociale, hein, table ronde européenne, donc, dont celle de 1995, c'est à Clermont-Ferrand. Et moi, je connais la Provence, Paris, mais Clermont-Ferrand, non. Donc, j'ai dit, peut-être je pourrais assister à ce congrès-là. Et là, Monteil m'envoie un mot disant, oui, c'est une bonne idée. Si vous venez, j'aurai des choses dont je voudrais vous parler. Monteil me dit ça. Et là, ma femme dit, peut-être qu'il veut te demander d'enseigner des cours d'été. Peut-être ça qu'il voudrait. Monteil voulait me parler. Peut-être m'offrir un cours d'été, quelque chose comme ça. Et là, non. Donc,
durant ces tables rondes-là, pause café. Monteil arrive, il est directeur du laboratoire. Il est président de l'Université Blaise Pascal. Il me dit, on a besoin d'un professeur. Si tu veux venir, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Oh! Moi, j'aime beaucoup la France, mais je n'avais jamais imaginé que j'irais vivre en France. Non. J'avais mon confort canadien. Mais là, un coup de chance, mon épouse était avec moi pour ce voyage-là. Pendant le colloque, les tables rondes, moi je travaille, elle se promène dans la ville. Donc là, je dis, viens dans la chambre d'hôtel, il faut que je te parle. Donc je dis, assis-toi comme il faut. Première question, comment tu trouves la ville de Clermont-Ferrand? Ben, et là, oh, très joli, très plaisant. Donc, très positif. Fait que là, j'ai dit, fais attention parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Ça se pourrait qu'on vienne vivre à Clermont-Ferrand. Donc, le prochain contrat du labo, il y a un nouveau professeur associé. Donc, j'ai un contrat d'1 an associé. Professeur associé. Pour un président de l'université, hein, on organise ça. Et donc, le labo se développe. Et là, ça, c'est 1996. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Premier congrès international de psychologie sociale en langue française, en 96. En même temps, à Montréal, en même temps que le congrès international de psychologie. Donc, beaucoup de choses en même temps. Là, il y a une proposition pour un symposium dans ce congrès-là avec Jean-Léon, Nicole, Georges Vallat, Mme Pérez, Jacques Py et Jean-Marc Monteil. Donc, à ce congrès-là, j'ai vu une présentation de Jean-Marc Monteil qui explique son projet. Et là, moi, j'en revenais pas. C'est vraiment impressionnant de le voir présenter ses travaux. Ça, c'est 96. 99, donc je suis en Europe, là. Hein, donc, je peux aller au Congrès européen de l'Association européenne. Ils appellent ça le General Meeting. Donc, le premier où je suis allé, c'est 1999, à Oxford. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés. C'était... Moi, j'arrive là, je ne connais pas personne, donc tout seul dans mon coin, mais le congrès était vraiment impressionnant. Là, vous avez John Turner qui présente de Tashfel Lecture. Hein, c'est son mentor, et là, on lui demande de faire cette allocution-là. Et là, c'est très impressionnant. Turner est là, il n'y a pas aucune note, il parle, il présente ses analyses. Et là, ses analyses, c'est de critiquer la théorie de la personnalité à préjugés. Donc, l'autoritarisme de droite et la dominance sociale qui arrive. Et là, Turner dit ça, c'est de la folie, ça, c'est bullshit. Il dit ça, c'est de la bullshit. C'est pas la personnalité qui explique les préjugés, il explique ça. Et là, c'est un débat, parce que moi, pendant que j'écoute ça, c'est plein de monde. Il y a des Américains à côté qui disent que c'est Turner qui est bullshit. Donc, on n'a pas tout le même point de vue. Alors, nous autres, on présente à ce congrès-là une communication avec Michael Dambrun, les effets de la privation et gratification relative sur les préjugés implicites et explicites. Donc, on avait des résultats très importants. 99, et Michael Dambrun donc, soutient sa thèse, lui, en 2001, et va faire un postdoc à Montréal avec Taylor à McGill.
Et ensuite, il revient et là, il est maintenant professeur à Clermont. Alors, le congrès d'Oxford, le dîner final, hein, c'est ça qui est congrès européen. À la fin, il organise un dîner et tout le monde est dans la même salle. Et là, dans le cadre du genre Harry Potter, là, c'était vraiment très impressionnant. Donc, ça, c'est 99. Ensuite, Monteil est appelé à d'autres fonctions. Appelé à d'autres fonctions. Donc, il devient recteur. Il travaille avec les ministres. Bon, sortes de choses. Hein, qui ne peut pas continuer à diriger le labo. Et donc, c'est Michel Fayolle qui devient directeur du LabSco, qui présente un premier projet 2000-2002, où là, avec Monteil, tout le monde était ensemble, tout le monde travaillait sur le même thème. Hein. Là, il divise 2 thèmes. Il divise en 2 équipes. Donc, moi, je m'occupe de l'équipe 1, régulation sociale des comportements et fonctionnement cognitif. Ça, c'est le thème monteilien, on pourrait dire. Et Fayolle, spécialiste d'apprentissage, de développement, hein, de psychologie cognitive, s'occupe des autres collègues du labo qui sont plus dans cette orientation-là. 2000-2002. Et là, 2000. Très gros colloque à Grenoble en l'an 2000. Et là, ils appellent ça des petits, hein, c'est small group meeting, hein, à Grenoble, sur le thème la psychologie de la domination, structure sociale et reproduction sociale et changement social. Vraiment intéressant. Donc, Jean-Léon est impliqué là-dedans. Beaucoup de personnes, vous voyez les organisateurs, Éric Després, Grenoble, Steve Reicher, Saint-Andrews, Fabrizio Butera, Grenoble, et Russell Spears. Très beau congrès. Et donc, nous, à ce moment-là, c'est ça, vous avez la théorie d'identité sociale, mais 99, c'est la publication de l'ouvrage de Sidonius et Prato. Il y avait déjà des articles, mais là, vous avez un livre qui présente une toute nouvelle théorie des relations intergroupes. Et là, c'est le choc avec Turner et tout le reste là, de l'identité sociale qui ne veulent rien savoir de ces gens-là. Ils ne veulent rien savoir. Et même durant le congrès, hein, je ne sais pas si Fabrizio s'en souvient, il y a eu, quand il a été question de parler de cette théorie-là, il y a des gens qui sont sortis. Je ne veux rien savoir de ça. Nous, c'est l'identité sociale. Et donc, dans cette théorie-là, donc, la réponse à ça, c'est que moi, peut-être vous-même, vous avez cette réaction-là, mais je peux vous dire que tous les gens qui sont sortis de la salle, il n'y en a pas un qui a lu le livre de 1999. Moi, je l'ai lu et je peux vous dire très rapidement, oui, il parle de perspective évolutionniste, c'est ça qui a choqué les gens, mais dans le livre, il y a au moins 6 chapitres qui détaillent tous les résultats de recherche qui démontrent de la discrimination à l'école, dans le logement, dans le système de santé, au travail. Au moins 6 chapitres. Donc, il n'y a rien d'évolutionniste là-dedans. Là. Hein? Donc, il faut faire attention. Il faut regarder avant de... Parce qu'on peut... Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans cette théorie-là. Pas d'accord. Et même, on a démontré que certains aspects ne sont pas valables. Mais il y a d'autres aspects que ça contribuait, mais très importants. Et quand vous regardez qui sont les auteurs de cette théorie-là, vous pouvez comprendre. Parce que la plupart des théories qu'on a, c'est des hommes blancs qui font la théorie, qui peuvent être assez privilégiés. Là, on a
une femme, et Sidanius, qui était très actif dans les Black Panthers, qui s'est exilé en Suède parce qu'il était trop en désaccord avec le racisme aux États-Unis, donc qui était victime, lui et tous les gens qu'il connaît, qui a été quasiment déchu de sa nationalité américaine. Finalement, qui est revenu, est allé enseigner en Californie, et ensuite Harvard est allé chercher, et là, il a terminé sa carrière à Harvard. Quand même. Parce qu'il faisait des choses quand même intéressantes. Alors, nous, on a étudié cette théorie-là avec un résultat publié en 2003 qu'on présente à Grenoble, où on montre qu'il y a une régulation sociale de l'orientation à la dominance sociale. Hein, parce que la variable très importante dans cette théorie-là, c'est SDO. Plusieurs disent que c'est un trait de personnalité. Mais nous, on dit non, ce n'est pas un trait de personnalité. On dit que c'est une croyance idéologique qui est soumise à une socialisation dans un groupe. Et là, on voit qu'en droit, avec le nombre d'années d'études en France, le score de dominance augmente. Alors qu'en psychologie, c'est exactement l'inverse. Le score de dominance sociale diminue avec les années d'études en psychologie en France. Et ça a été réplication, dans d'autres études en 2009 et en 2018. Donc là, on va être obligé de zapper. En 2000, il y a eu l'école d'été de l'Association européenne pour les étudiants, hein, qui est organisée. Ça, vraiment, la Monteil nous avait suggéré fortement qu'on devrait l'organiser. Donc, on l'a organisé. Et c'est fantastique. Mais c'est pas mal de boulot, mais c'est vraiment fantastique parce que là, il y a à peu près 75 étudiants de partout. Hein. Il y en avait au moins un de Russie. Bon. Et c'est une expérience incroyable. Donc, il y avait... Hein, il y a des ateliers, 5 ateliers qui sont créés avec 2 enseignants. Donc, on s'est associé à d'autres enseignants. Donc, là, vous avez Constantine Silikides, Patricia Devine, Jean-Claude Croiset, Pascal Huguet, Gerd Bonner et moi. Et là, il manquait Dominique Abrams, qui est prêt à photo. Donc, on continue comme ça. Ensuite, Fayette présente un autre projet avec, là, c'est 5 équipes. Donc, on n'aura pas le temps de tout examiner. Ensuite, Marcus Bauer et l'équipe 10, l'équipe 2 en 2009-2010, avec des personnages illustres, là, il y en a certains qui sont ici, qui ont soutenu leur thèse à cette époque-là. Pierre de Oliveira. Bon, il y a eu beaucoup de thèses soutenues, mais des très bonnes thèses, là, vous en avez 2. 2 très bonnes. Et ensuite, Marcus Bauer décide de retourner aux États-Unis. Et donc, ça prend un nouveau directeur. Donc, c'est moi qui ai choisi pour 2011-2015. Et durant cette époque-là, on a beaucoup de collaborations. Donc, même avec Sidanius. Et là, on a fait venir Sidanius à un congrès de psychologie politique à Paris. Une fois rendu là, on lui dit, on va prendre le train pour aller à Clermont-Ferrand. C'est 3h30. Hein, il n'y a pas de TGV. 3h30. Et pendant 3h30, on parle d'une recherche qu'on va faire. On est 6 dans une cabane de train. Et là, ça donne une publication. Et on a travaillé aussi, comme Moscovici dit, on va conclure là-dessus, sur des
problème très important pour la société française. Donc, on a fait, par exemple, des journées d'études à Clermont-Ferrand, laïcité et vivre ensemble, de la philosophie politique à la psychologie sociale expérimentale. Et on est allé au congrès à Moscou aussi. En conclusion, le caractère distinctif de la psychologie sociale européenne est parfois difficile à identifier de nos jours. Il y a plus de diversité peut-être. Mais ce qu'on voit dans l'histoire qu'on vient d'examiner, l'histoire récente, c'est que les Européens et les Européennes ont joué un rôle très important dans le développement de notre discipline. Et donc, on souhaite que dans l'avenir, ça puisse, grâce à votre travail, moi j'ai fini là. Grâce à votre travail, on peut continuer ce projet-là de développer une psychologie sociale en Europe. Merci.